pas à dire, un sabre japonais, c'est quand même un bel objet. Hein. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va reparler de sabres japonais. Mais pas n'importe quel sabre. En effet, aujourd'hui on va se concentrer sur 5 sabres japonais en particulier, et vous allez voir qu'ils sont assez intéressants. Et vous le savez, les japonais et leurs sabres, ça rigole zéro, hein, considérés comme des objets d'art à part entière. Les katanas, pour dire la chose vulgairement, ont une part extrêmement importante dans la culture japonaise, à l'image des épées pour nous, occidentaux. Rendez-vous compte, aujourd'hui c'est 122 sabres qui sont considérés comme des trésors nationaux par le gouvernement japonais. Le sabre éveille la curiosité, et il est la source de nombreux récits épiques. Il possède une aura divine, et le socle de nombreuses légendes, et est l'un des signes impériaux légitimant la suprématie de l'empereur sur le Japon. Et parmi ces lames liées aux divinités, il y en a 5 en particulier qui attirent mon attention. Des lames d'exception sans équivalent dans le pays du soleil levant. Je parle évidemment des 5 sabres célestes appelés Tenka Goken. Notre histoire, elle commence durant l'ère Muromachi. Pendant cette période, c'est la famille Ashikaga qui règne sur le Japon. Pour l'anecdote, c'est parce que le siège de leur shogunat est installé dans la rue Muromachi à Kyoto. Du coup, la période s'appelle Muromachi. Voilà, petite anecdote que vous pouvez sortir lors de vos soirées mondaines. Ou de vos manifs. Ça dépend de quel bord politique vous êtes. Bref, la famille Ashikaga, elle va se procurer 5 sabres qui sont considérés comme ayant une valeur inestimable. Vous l'aurez deviné, c'est évidemment les 5 sabres célestes. Bon, en réalité, il me semble qu'il n'y en a que 4 parmi les 5 qui sont vraiment passés entre leurs mains. Et après, il faut savoir qu'à l'époque, on ne les appelait pas comme ça, et en fait, on ne sait pas vraiment depuis quand on les nomme ainsi. On sait que ce nom est utilisé par les spécialistes depuis la période Meiji, et d'ailleurs, la vraie traduction serait plutôt les 5 sabres sous le ciel. Mais bon, c'est moins vendeur pour le titre et la miniature, donc voilà, 5 sabres célestes, c'est pas mal aussi. Et l'appellation sous le ciel, c'est tout simplement parce que, vous avez le ciel, hein, le divin, l'empereur, qui est le fils du ciel, donc juste en dessous. Donc, tout ce qui est considéré comme sous le ciel, c'est qu'il n'a pas d'équivalent sur Terre et que le seul truc au-dessus, c'est le ciel. C'est pour vous dire l'importance qu'on attachait à ces sabres. Ces 5 sabres dont je vais vous parler, ils ont tous été forgés avant la fin de la période Kamakura. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des katanas, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais des tachi. Et si vous voulez savoir ce que sont des tachi par rapport à des katanas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur l'histoire des sabres japonais. Bref, commençons par tous les voir dans l'ordre de leur création. Et on va commencer par Dojigiri Yasutsuna. Et encore une fois, désolé pour ma prononciation japonaise. Dojigiri Yasutsuna, le coupeur de doji. Cette lame fut forgée par Ohara Yasutsuna entre le 10e et le 11e siècle, on ne sait pas vraiment. C'est donc l'une des plus anciennes lames à avoir la forme typique des sabres japonais, à savoir, petite courbure là. Elle fait 80,3 cm et a une courbure assez classique des tachi. Son hamon présente des motifs irréguliers mais d'une grande précision, changeant en fonction de l'angle de vision lorsqu'on observe le sabre, signe d'un travail précis de Ohara. Son nom, coupeur de doji, vient du fait que son propriétaire, Minamoto no Yorimitsu, fut chargé d'éliminer un démon dans la province de Tamba, qui tuait le temps en dévorant des femmes. Bon, on s'occupe comme on peut. Hein. Yorimitsu et ses hommes trouvèrent le démon, qui se nommait Shuten Doji. Et l'engagement du combat est pas vraiment épique parce qu'ils lui font simplement boire du saké empoisonné. Le démon s'endormit et Yorimitsu lui trancha la tête. Qui d'ailleurs essayait toujours de le mordre après, hein. Cette saloperie elle voulait vraiment pas crever. Hein. Bon, c'est clair que comme histoire de samouraï affrontant un démon, on s'attendait peut-être à un peu mieux, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Hein. Et évidemment, vous avez compris que c'est les légendes qui tournent autour du sabre. Hein. Je n'affirme pas que c'est une vraie histoire. Ça serait cool, mais c'est pas le cas. Mais il y a d'autres anecdotes un peu plus terre-à-terre qui tournent autour de ce sabre. En effet, à la fin du XVIIe siècle, le sabre aurait été testé sur des cadavres, une pratique appelée le tameshigiri qui était assez courante pour tester la qualité du sabre. On faisait ça sur des cadavres du coup, hein. J'en parle dans un short, je vous mets le lien dans la description. D'après la légende, le sabre aurait coupé pas moins de 6 cadavres superposés au niveau du bide, et entama même la plateforme sur laquelle les Maccabées étaient posés. Ça fait un sacré millefeuille. C'est clair. Bon alors après, est-ce que cette anecdote est vraie? Pas sûr. En effet, c'était quand même très rare d'empiler plus de 3-4 cadavres pour faire ce genre de test. Bon après, il paraît que le record est à 7 cadavres. Ça me surprend un petit peu, mais pourquoi pas. Les légendes ont toujours un fond de vérité, donc cette lame devait avoir des qualités de coupe exceptionnelles, sans l'ombre d'un doute.
Au niveau de son parcours, elle a donc fini entre les mains de la famille Ashikara, comme je vous l'ai dit au début, avant de finir chez la famille Tokugawa, la famille qui régnait sur le Japon lors de l'ère Edo. Puis elle fut rachetée par le gouvernement japonais en 1963 et est maintenant au Musée national de Tokyo depuis 1968. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur cette lame trancheuse de démons. Passons maintenant à Mikazuki Muneshika. Mikazuki Muneshika, croissant de lune. Cette lame a été forgée entre le 10e et le 12e siècle par le forgeron Senjo Muneshika à Kyoto. À ne pas confondre avec Sancho Dekuba. Splendide. Son nom, croissant de lune, vient du fait que la ligne de trempe du hamon est formée de nombreux petits croissants de lune. Et moi je trouve ça particulièrement stylé. Selon la légende, Senjo se rendit à l'hôtel de Fushimi pour prier et demander de l'aide dans la conception du sabre. Un esprit fit alors son apparition sous la forme de Kitsune, un esprit de la nature prenant l'apparence d'une femme, mais qui à la base est plutôt un renard. Cet esprit l'aurait alors aidé à forger cette lame, réputée pour être d'une extrême beauté. Cette lame fait 80 cm de long, ce qui est la moyenne des tachi, et effectivement, d'après les spécialistes en la matière, ce sabre est esthétiquement ce qui se fait de mieux en termes de lame au Japon. Que ce soit par sa courbure, ses proportions, le grain, bref, elle pète la classe quoi. On connaît pas trop le parcours de Muneshika, mais il ressemble beaucoup à ce que je vous ai raconté sur la lame précédente. La seule différence, c'est qu'à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale, elle tomba dans des collections privées, puis après elle fut offerte en 92 au Musée national de Tokyo. J'ai envie de dire ouf. Passons maintenant à la troisième lame, Onimaru Kunitsuna. Onimaru Kunitsuna, le démon. C'est une lame de tachi forgée entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle par Awataguchi Kunitsuna. Elle fait 78 cm, est relativement large, et son hamon, d'apparence rectiligne, est en fait parsemé de petites irrégularités qui rend le tout très sympa à observer. On raconte que son propriétaire, Hojo Tokimasa, leader politique du Japon à cette période, dormait très mal et faisait pas mal de cauchemars, où il se faisait notamment emboucaner par un démon. Il avait beau tout essayer, impossible de se détacher de ce songe. Sauf qu'une nuit, à la place du cauchemar habituel, son sabre lui apparut sous les traits d'un vieil homme. Il lui annonça qu'il était chaud pour dérouiller le démon qui lui hantait toutes les nuits. Mais qu'il ne pouvait pas car il était si mal entretenu et rouillé qu'il ne pouvait même plus sortir de son fourreau. Il s'est cru dans Bleach ou bien? Oui, c'est sûr que ça fait un délire un peu à la Bleach, on est d'accord. Frappé par ces paroles, Tokimasa entreprit de nettoyer son sabre dès le lendemain matin. Une fois l'entretien fini, il le déposa debout contre un pilier en dehors de son fourreau. Truc qu'il ne faut absolument pas faire avec une lame tranchante, sachez-le. Et si je dis ça, c'est parce que, évidemment, le sabre finit par tomber, parce que oui, c'est pas très malin de mettre une arme dangereuse dans un équilibre précaire. Sauf que cette boulette, elle arrangea bien notre ami, parce que la lame dans sa chute coupa la tête d'un démon qui ornait un hibashi. C'est une sorte de bol à feu japonais, qui sert de réchaud ou de système de chauffage. Après ça, les cauchemars de notre samouraï cessèrent miraculeusement, et sa lame prit donc le nom de démon, Onimaru. Et des fois, le monde il est bien fait, y a pas à dire quand même. Hein. Mais le souci avec cette lame, c'est que contrairement aux deux précédentes, elle avait une sale réputation d'objet porte-malheur. Le dernier de la famille Hojo l'ayant porté se suicida. Elle fut transmise ensuite à un samouraï qui, lors de sa première bataille avec, prit une volée de flèches en la brandissant. Et elle tomba donc entre les mains de la famille Ashikaga comme les autres, en guise de trésor de guerre. Et pour finir, une fois de plus, entre les mains du clan Tokugawa. Sauf que c'est malin. Ils savaient que cette arme, elle puait du cul. Donc ils l'ont refilé à une autre famille, les Onami. Genre, vas-y, on leur fait un cadeau, ça leur fera plaisir, et au moins on va pouvoir observer s'il se passe un truc ou pas, tu vois. Histoire de continuer ce jeu de patates chaudes, ils offrirent la lame à l'empereur Go-Mizono pour fêter la naissance d'un de ses fils. Sauf que le gamin, il est mort jeune. La boulette. Ce qui ne fit qu'empirer la réputation du sabre. Lors de l'ère Meiji, avec l'interdiction du port de sabre en public et reléguant l'objet à un objet d'art, c'est l'empereur qui finit par en faire l'acquisition. Le sabre est donc resté entre les mains de la famille impériale et il n'est presque jamais réapparu en public. En tout cas, a priori, elle n'a pas trop porté malheur au Japon depuis. Enfin, je crois. Oh Denda Mitsuyo, le grand Denda Mitsuyo. Notre quatrième sabre du jour est une lame forgée au XIe siècle par Denta Mitsuyo. Elle mesure 65,1 cm, bien que l'on pense qu'à la base elle était plus longue et qu'elle a été raccourcie depuis. Son nom viendrait du fait que son possesseur, un seigneur du clan Maeda, possédait deux sabres venant de ce forgeron, donc il utilisa les termes grand et petit pour les distinguer. Après il y a une autre théorie qui dit qu'en fait le terme grand utilisé sur ce sabre, haut, serait en fait plus pour mettre en avant la grande qualité du sabre.
Comme les précédentes, elle aurait appartenu au clan Ashikara, avant de passer entre les mains de Toyotomi Hideyoshi, qui l'offrit ensuite à Maeda Toshii. Donc la lame a fait une sorte de retour à l'envoyeur au final, parce qu'elle est retombée dans la même famille. Et depuis, c'est la fondation qui gère les trésors du clan Maeda qui possède la lame. Il y a quelques légendes autour du sabre, notamment celui qui dit qu'il aurait la capacité de guérir les malades si on le pose près du lit, et qu'il ferait aussi fuir les démons. En effet, on raconte que Nobunaga Oda chargea Hideyoshi et Toshi de débarrasser un couloir d'un fantôme qui le hantait. Et c'est à ce moment que le premier offrit le sabre à l'autre, comme je vous l'ai dit juste avant. Toshi se rendit dans le couloir hanté par le fantôme sans hésiter, et... il s'est rien passé. C'est vrai que ça fait un peu une histoire à la Perceval, mais le fait est que Toshi a été loué pour son courage d'aller dans le couloir, et on dit du coup que c'est le sabre qui fit fuir le fantôme, tout simplement. Le gars, il s'est bien rattrapé quand même. Manquerait plus qu'il y ait un vieux à l'entrée du couloir, et là c'était parfait. Pour le côté guérison, il paraît qu'un jour, la 4e fille de Toshi était malade bien vénère, une fièvre bien carabinée, et que c'est le sabre en fait qui l'a guéri parce qu'il l'a posé à côté, et que ça a fait fuir les esprits maléfiques qui rendaient malade sa fille. Pratique, comme t'es en manque de paracétamol. Ouais, c'est clair. Mais on loue également sa capacité à couper des cadavres, hein, on y revient. En 1792, par exemple, le testeur transforma un cadavre en roulé au jambon, hein, en le coupant au niveau du genou, du ventre et des aisselles. Et à chaque fois, la lame entama de plusieurs centimètres le support en dessous du cadavre. Et pour finir le test, ils mettèrent l'un sur l'autre 3 bustes, et la lame en coupa 2 vraiment nettes, et entama de moitié le 3e. Ça doit être super agréable comme activité à faire entre potes, ça. Ouais, un chouette moment à passer. Bon, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce tachi. On va passer au 5e. Juzumaru Tsunetsugu, le chapelet. Cette lame fut forgée au début de la période Kamakura, et elle fut forgée par Aoe Tsunetsugu. C'est la plus longue lame des 5, avec ses 83 cm et sa ligne de trempe présente des formes de petits clous de girofle aplatis assez caractéristiques de la fameuse école de forge de Bizen. Cette lame n'est pas forcément réputée pour sa capacité de coupe, tout simplement parce qu'elle n'a jamais servi. Elle appartenait au moine bouddhiste Nichiren. Et selon un universitaire, Nichiren était quelqu'un d'extrêmement religieux, persuadé d'être l'envoyé de Bouddha malgré les persécutions des shintoïstes japonais. Il est décrit comme un homme solide, combatif, l'un des plus érudits de son temps, et un grand orateur sincère dans ses aspirations. Né en 1222, fils de pêcheur, il mourut en 1282, saint et prophète. Beau pédigré. Cette lame protégeait le temple de Nichiren des mauvais esprits, et de manière plus terre-à-terre, des éventuels bandits qui pourraient se balader dans le coin. Le moine aurait pris le sabre tout simplement parce qu'il aimait son esthétique. Et il avait pour habitude de placer un chapelet sur la tsuba de sa lame, d'où son nom, Juzumaru, qui veut dire chapelet. Et elle est aujourd'hui conservée dans le temple Onkoji. Bref, voilà l'histoire des 5 sabres célestes du Japon. J'espère que ça vous aura plu. Il faut savoir qu'ils font partie des plus anciens sabres japonais ayant vraiment cette forme caractéristique, et que leur état de conservation est vraiment impeccable alors que ils ont quasiment 1000 ans quoi. Et ces lames sont esthétiquement ce qui se fait de mieux en termes de sabres japonais, d'où justement le fait qu'on les ait vraiment bien conservés, parce que voilà, faut quand même apprécier le travail quoi. Et voilà, je suis très content d'avoir pu vous raconter ce qui tournait autour de ces sabres, que ce soit les légendes qui sont quand même assez cool, et même la véritable histoire de leur parcours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher un like et mettre un petit commentaire, c'est vraiment un des meilleurs soutiens que vous pouvez faire à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, gardez l'esprit affûté.